Nassim Nouri, il sera avec nous depuis Constantine par duplex. Vous êtes chef de service endocrinologie et diabétologie au CHU de Constantine. Professeur Nouri, bonsoir. Bonsoir Fatiha et bonsoir au professeur Laraba aussi et bonsoir à tous les téléspectateurs ici. Oui. Ravi, heureux d'être parmi vous. Merci d'être avec nous par duplex. Je rappelle également que vous êtes membre du DAR, l'Alliance Diabète et Ramadan. Est-ce qu'il est avéré aujourd'hui que le nombre de consultations en urgence augmente pendant le Ramadan, professeur Nouri? Et l'ambiance, vu qu'elle est un peu festive, mais je rejoins donc le professeur Laraba dans ce sens, mais moi je vais vous dire autre chose. Malheureusement, pour le cas, par exemple, de Constantine, j'ai eu le plaisir de discuter avec le médecin-chef des urgences médicales. Donc, on était à bâton rompu, on parlait un peu du mois de Ramadan, on s'était vu juste après l'Aïd. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui se passe dans le diabète généralement? Oui. Et il a fait le constat, en 2 mots, le SAMU 25 se déplaçait au minimum, bon, je dirais pas plusieurs fois par jour, et je parle sous son contrôle, mais au minimum 2 parmi 2 à 3 appels par jour étaient pour faire des constats de décès dans les maisons. C'était des diabétiques qui avaient jeûné, qui avaient jeûné malgré les interdictions, qui avaient arrêté toute la panoplie de traitements. Et je rejoins donc le docteur Laraba qui dit que, professeur Laraba qui dit qu'il n'y a pas que le diabète. C'est vrai que le diabète, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, mais il y a tout le reste, toutes les pathologies. Il y a la goutte qui va avec, il y a des fois des pathologies hépatiques, enfin un ensemble. On a eu, malheureusement, je l'ai dit un peu à un de vos confrères, donc dans un journal écrit, qu'il y a eu une augmentation, une incidence plus élevée de décès pendant le mois de Ramadan. Donc, parler des consultations, certes, Sarah, je suis d'accord, mais le problème est encore un peu plus complexe que cela, et donc on pourra en parler peut-être. Est-ce qu'on peut dire finalement, mais effectivement, oui, professeur Nouri, est-ce qu'on peut dire finalement que le mois de Ramadan, malheureusement, est un pourvoyeur de malades chroniques, ou plutôt de complications? Il est pourvoyeur, plus que ça, Sarah, il est pourvoyeur de complications, pourvoyeur d'aggravation des pronostics. C'est pour ça que vous-même, on s'était vu lors d'une rencontre de préparation du mois de Ramadan. Absolument. Avec la presse, et donc on en a parlé effectivement, et croyez-moi qu'il y a eu énormément de séances. Je pense à Fatiha, enfin, le docteur Hamoutian à côté, le professeur Laraba un peu, et tout le nombre de confrères qui ont fait une campagne acharnée de préparation. Avant le mois de Ramadan, on a touché l'ensemble des intervenants donc dans la chaîne de prise en charge. Qu'est-ce qui ne va pas finalement, professeur Nouri? Oui. Pardon, professeur Nouri, vous me tendez la perche. Qu'est-ce qui ne va pas finalement? Pourquoi on n'arrive pas à être dans l'efficience? Vous le dites vous-même, on a fait une campagne acharnée, on n'a pas arrêté de sensibiliser. Pourquoi à chaque fois c'est le même constat? Pourquoi on n'arrive pas à être dans l'efficience? Et effectivement, donc, dans le cadre, encore une fois, ce qu'a abordé le professeur Laraba, l'éducation thérapeutique, il faut que, bon, je me sens un peu légitime pour en parler, ayant été formé à cela et ayant été réellement impacté par cette intervention. Donc, c'est un peu l'éducation thérapeutique, c'est l'arme du pauvre. Tarbiya, al-ilajiyya, pour être exactement, je le dis pour certaines personnes qui pourraient peut-être faire un peu l'amalgame entre l'information médicale et l'éducation thérapeutique. On informe les patients, mais les patients sont en refus. C'est-à-dire actuellement, il y a un syndrome une sorte de déni de la maladie, et il y a le poids. J'ai eu, excusez-moi un peu de monopoliser un peu la parole, mais je vais laisser un peu mes amis intervenir, mais on a eu une rencontre dans le cadre de notre activité du DAR, de Diabetes Alliance, et Ramadan. Dans ce cadre-là, le DAR, le fameux DAR francophone, et on a eu une confrontation avec les imams. Alors il y a un imam qui vous dit, en Algérie, il y a le Ramadan. Le Ramadan, c'est sacré. Par exemple, il a parlé de nos amis égyptiens, eux, c'est
la prière. Ils sont un peu maniaques pour la prière. Nous, on est maniaques dans le ramadan. Et dans le ramadan, je le dis, et c'est normal, vous allez me dire c'est tout à fait normal, mais nous, on exagère un peu. C'est-à-dire, voyager, Rabb subhanahu, il vous dit tout simplement, il vous donne l'autorisation de le faire. Si jamais vous êtes en voyage et qu'on vous voit en train de boire un verre d'eau, eh ben, ça se passe très mal. Donc c'est social, c'est socio-culturel pour ne pas aborder le volet de la religion, mais actuellement nous faisons un travail monstre et il y a un refus. Donc il va falloir réévaluer les différents degrés d'intervention. On devrait réellement revoir notre feuille tout simplement parce que, encore une fois, le mois de Ramadan de 2022, celui-là, ce qui vient de passer, a été avec une incidence, je dis bien explosive dans les complications et je pèse mes mots. Qu'est-ce que vous en pensez? On disait justement que les études faites dans les débuts des années 2000 en tout cas, relevaient notamment qu'il y avait 5 fois plus d'hospitalisation par exemple pendant le Ramadan chez les diabétiques de type 2 pour des hyperglycémies notamment. Donc effectivement, les études des années 2000 donc, sont largement dépassées actuellement, mais il y a actuellement plusieurs études qui ont été faites, et même en Algérie, il y a un travail qui a été déjà publié dans le cadre du Diabetes and Ramadan Alliance. Donc il y a un surveil, une grosse étude déjà faite, qui a été publiée par l'équipe de Sétif, donc du professeur Malek, et il y a une étude qui est quasiment en cours où il y a plusieurs centres en Algérie, dont nous-mêmes, et plusieurs centres qui ont participé sur ce travail-là pendant la Covid et juste après la Covid, qui est en cours, qui n'a pas encore été publié. Il y a un autre travail qui se lance pour le prochain Ramadan. Donc il y a beaucoup d'études qui sont faites déjà en Algérie. Dans le monde musulman, après la création du DAR, donc c'était les anglophones, professeur Hassanine, donc est égyptien, donc il a un peu pris le lead dans ce sens-là. Après, il a essayé de s'orienter un peu vers le monde musulman. Et dans le monde musulman, les plus grands jeûneurs sont le Maghreb essentiellement, l'Algérie avec le plus grand nombre de jeûneurs. Nous sommes ceux qui jeûnent le plus. Presque 87% du temps des Algériens jeûnent chez les gens à haut risque et à très haut risque. D'ailleurs, du coup, le problème, donc, professeur, donc le Fatiha donc a abordé la stratification du risque. Cette stratification a été de façon pragmatique. Donc, vous l'avez bien vu, Sarah, on en a parlé la dernière fois, si vous vous rappelez. Absolument. Donc, ceux qui peuvent jeûner, ceux qui ne peuvent pas jeûner, ceux qui ne devraient pas jeûner et ceux qui ne peuvent pas jeûner. Et donc, ceux qui ne devraient pas et ceux qui ne peuvent pas, en principe, ils ne peuvent pas jeûner, avec l'appui des hommes, donc des sciences islamiques, c'est-à-dire avec leur approbation, mais ces gens-là, 9 personnes sur 10 vont jeûner malgré l'interdiction. Et dans ce cadre-là, intervient l'éducation thérapeutique pour accompagner ces personnes-là. Donc, plus d'hospitalisation, je reviens. J'ai été agréablement surpris. D'ailleurs, j'explique un peu avec Fatiha, a dit que, enfin, le docteur Hammoutian, moi je dis Fatiha, c'est notre amie et notre sœur. Donc, Fatiha a beaucoup, je tiens à la remercier parce qu'elle fait énormément pour les patients. Elle est très connue de toute façon au niveau national. Elle fait beaucoup de sensibilisation, effectivement. À Ain Fla, elle fait beaucoup pour les malades, mais je dis bien que le recrutement de l'hôpital, c'est pas le recrutement qui est dans le privé. Dans le privé, l'hôpital, bon, pour répondre, nous sommes un seul bloc et complémentaire. Croyez-moi, on travaille en lien étroit entre nos amis qui sont dans le privé, qui ont fait énormément de choses, dans le libéral, énormément de choses, surtout pendant la Covid. Ils ont laissé leur cabinet ouvert, ils ont pris les patients en charge quand les patients avaient fui les hôpitaux par peur. Donc le privé a été un pilier de la prise en charge. Et je tiens toujours à le dire. Cependant, le recrutement dans le privé est différent de l'hôpital. Vous avez vu la bonne dame là, elle a pris des biguanis d'intoxication. Moi, je vous dis, cette personne-là, j'aimerais bien avoir de ses nouvelles et savoir si elle n'est pas décédée par la suite, si elle a pu s'en sortir. Parce que c'est une complication très grave, l'acidose lactique. Et justement, mon ami en parlait justement, le fameux médecin chef des urgences médicales m'a dit énormément d'acidose lactique. Ça revient dans l'évaluation donc de la prise en charge. Bref, je me recentre, plus d'hospitalisation pour hyperglycémie,
plus d'hospitalisation pour hypoglycémie dans les dernières études. Il y a eu amélioration après l'intervention de l'éducation thérapeutique. Après les séances de prise en charge des patients, de sensibilisation, il y a eu une amélioration certaine par rapport aux 10 années passées, c'est-à-dire si 10 ans plus tôt, nous avons fait un bond de plus de 50% dans l'amélioration. Je ne dis pas qu'on ne s'est pas amélioré, je ne dis pas que la prise en charge ne s'est pas améliorée, mais il reste encore à faire parce qu'entre-temps, il y a eu de la démographie, il y a eu plus de patients. Notre prévalence du diabète, elle est passée de 8% dans les années 96, 98, 2000 à 14,4% en 2017. Que change finalement pour un malade diabétique, par exemple, qui a été admis en urgence suite à un coma ou suite à une acidocétose? Qu'est-ce que cela change dans son état physique et mental? Tout simplement, c'est le traumatisme. Le traumatisme, ça, vous me faites rappeler encore une fois, je sais que les téléspectateurs vont dire celui-là, c'est cette personne-là, c'est un peu les idées noires. Écoutez, il n'y a pas quelqu'un de plus optimiste que moi. Oui. Mais moi, je vous dis, je pense à une personne qui a été hospitalisée chez nous, qui d'ailleurs est venue dans le cadre de l'urgence, acidocétose, glycémie, c'était HI, donc high, donc pour ceux qui sont diabétiques, qui comprendront ce que ça veut dire, donc au plafond. Il était entouré de sa femme, ses enfants, ayant tout arrêté sans exception. Pourquoi? On a essayé de comprendre. Vous dites l'éducation thérapeutique, certes, même dans le cadre de l'urgence, on ne peut pas faire d'éducation thérapeutique, comme a dit professeur Laraba, c'est-à-dire dans le vrai sens. Mais on peut avoir une posture éducative. Et c'est ce que j'essaye de dire. Et même, j'invite réellement notre ministère de la Santé et tous les acteurs de la santé pas d'imposer, le mot n'est pas là, mais de suggérer une formation en éducation thérapeutique de quelques heures, 30 ou 40 heures, une bonne semaine pour l'ensemble des soignants. C'est possible, c'est possible à organiser pour avoir cette fameuse posture éducative d'écoute. Cette personne-là, elle est restée, elle a été traumatisée, elle est restée 2 jours au service et on a jugulé l'urgence métabolique, mais il a fait un infarctus foudroyant. Pourquoi je dis foudroyant et comment on fait un infarctus? Si vous pouvez me donner 2 minutes. En gros, vous êtes à 3 grammes. Ils vous disent à 3 grammes, vous devez rompre le jeûne. À 3 grammes, qui rompt le jeûne à 3 grammes? Moi, je vous dis, c'est 1% qui rompt le jeûne. 1 sur 100 rompt le jeûne. Il est à 3 grammes, il sent rien, c'est ce qu'a dit le docteur Hamoutian. Oui. Il urine, il perd de l'eau. Il est en train de concentrer sans sang. Donc, il devient emboligène, si vous voulez. Il a une tendance à la coagulation. Oui. En plus de tout le processus inflammatoire, un diabétique a de l'inflammation à bas bruit. Et il peut juguler en l'hydrate, mais il embolise et il a fait son infarctus et il a été récupéré. Il est décédé dans les urgences. Pour ceux qui évitent, et c'était ça le but de votre question, ceux qui arrivent à surmonter cela, comme la dame que vous avez montré à Baïnem, là, par exemple, aux urgences. Oui. Moi, je vous dis, sa vie a changé. En sortant, elle a eu le traumatisme. Elle a vu la fin devant elle. Et donc, c'est des gens qui doivent être récupérés. C'est ce qu'on fait, nous. On les réadresse en consultation, et en consultation, on choisit les personnes pour qui il faudrait faire un effort d'écoute. Surtout les gens aiment être écoutés, de l'écoute active et surtout de l'intervention. Donc, ces gens-là ne sont plus les mêmes. Une personne qui a séjourné dans les urgences, surtout dans le cadre d'un événement urgent, aigu, elle n'est plus la même. Et puis, s'il vous plaît, si vous me donnez encore 30 secondes, oui, allez-y, bien sûr. Je dis aux téléspectateurs et aux soignants, imaginez un puits. Qui m'a appelé un nabir. Le bir est généralement fait avec de la pierre bleue, généralement, ou du béton. Imaginez la dureté du puits. Et vous avez votre corde pour récupérer l'eau. Vous partez dans tous les puits, vous trouvez les traces de la corde sur le bord des puits. Comment une corde aussi, c'est mou, une corde par rapport à du béton. C'est à l'usure. Le poids des années va faire que ça va laisser des traces. C'est ça le problème. Être déséquilibré pendant un ramadan, 2 ramadans. Mais on a une vie. On passe 20 à 30 ans de notre vie à jeûner. Et quand on est diabétique, ça finit par
payer, mais dans le mauvais sens. Et ça finit par engendrer des complications qui sont irréversibles. Voici ce que je voudrais dire, le message que je voudrais faire passer, effectivement, à tout le monde. Ne croyez pas, ils vous disent, à 3 grammes, je n'ai pas rompu le jeûne. Et l'accident survient. Donc là, effectivement, reprendre notre façon, élargir, je pense qu'avec vous, Sarah, avec ce que vous faites là, c'est des émissions très importantes à différents niveaux et à différents seuils d'intervention. Nous devrons mettre main dans la main pour essayer de reprendre une autre campagne qui commencerait encore plus tôt pour essayer d'aider ces personnes-là, parce qu'on peut aider les personnes et nous avons sincèrement les moyens de le faire. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. On doit toucher le malade et arriver à comprendre ses émotions. Il faudrait être dans l'efficience, dans ce rapport patient-médecin, mais aussi essayer aussi d'améliorer l'accès aux soins chez nous. Alors, vous parliez tout à l'heure de la formation justement que vous aviez animée avant le mois sacré du Ramadan. Vous avez parlé de traitements innovants justement chez les diabétiques. À quel point l'accès à ce genre de traitement pourrait changer la vie de ces malades ? Cette question, elle est intéressante parce que, après, vous savez, quand j'ai parlé un peu des traitements innovants, il y a certains qui sont venus me dire, mais ça va pas, tu te lances sur des choses, et c'est pas bien de dire ça. J'ai dit, mais j'ai rien dit de mauvais. J'ai dit que les traitements innovants sont une aubaine pour les diabétiques. Vous savez que dans le diabète, c'est peut-être, là, si vous prenez l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, ça fait plus de 20 ans qu'on est en train d'utiliser les mêmes molécules. Pourquoi? C'est pas parce qu'on ne fait pas plus que ça, c'est parce que c'est connu, on a fait le tour à peu près, et actuellement, nous avons des médicaments dans la diabétologie qui sont utilisés par la cardiologie. Vous imaginez des antidiabétiques oraux qui sont censés traiter le diabète de type 2, qui ont montré de l'efficacité sur l'insuffisance cardiaque et qui ont montré de l'efficacité sur le rein. Il y a des gens vont me dire, alors donne-moi la marque, je vais acheter. C'est pas la marque, c'est un problème de classe thérapeutique. Les médicaments qui sont injectables, mais qui ne sont pas de l'insuline. Vous imaginez, on injecte un antidiabétique, c'est un traitement, c'est pas de l'insuline. On l'injecte. Pour régler le diabète, non, il se trouve qu'en plus de régler le diabète, il fait maigrir, c'est bien. Vous allez me dire, peut-être je suis même candidat à cela, mais je vous dis, en plus de ça, il fait maigrir, il réduit l'AVC, il réduit l'infarctus du myocarde, à tel point que les sociétés de cardiologie mondiale, je dis bien la cardiologie mondiale et la diabétologie mondiale se sont alliées pour faire un consensus de prise en charge en se basant sur ces molécules-là. Certes, ces molécules coûtent cher. Certes, l'Algérie ne va pas dépenser comme ça à tort et à travers pour acheter des molécules à prix avec de fortes devises. Nous, on est contre le gaspillage. Mais il existe 1 à 3% de nos diabétiques qui nécessitent absolument ces molécules-là. Et moi, je serai toujours celui qui militera pour que ces molécules soient là, mais à condition, je dis bien à condition, que ça soit fait de façon efficiente pour toucher les personnes qui nécessitent son traitement. On va pas, c'est simple, c'est comme si on avait un moustique et on allait utiliser un bazooka pour tuer le moustique. Non, on n'utilise pas le bazooka, on prend simplement une tapette et on tue le moustique. Mais il y a des personnes qui nécessitent ces classes-là. Ces classes thérapeutiques ont révolutionné la médecine. Je ne parle pas que de ça, il y a aussi des moyens modernes dont l'autosurveillance. Les enfants qui ont besoin d'un flash monitoring, c'est-à-dire un CGM, une petite plaque qu'on place sur la peau et avec laquelle on arrive avec un téléphone portable à avoir la courbe de la glycémie, les DT1. Ils sont très ça change la vie. Absolument. On peut faire un effort pour ça. Les pompes à insuline aussi. Les pompes à insuline pour les bébés. Un enfant nouveau-né qui a 1 mois et qui est diabétique. Vous pensez qu'on va pouvoir donner une goutte d'insuline pour pouvoir l'aider? Il a besoin d'une pompe. C'est ce qu'on voudrait militer pour que ces moyens soient donnés aux bonnes personnes. Mais ce n'est pas, on ne va pas donner une pompe à insuline à une personne qui a 90 ans ou même celle qui a mon âge et qui ne nécessite pas ça. Absolument. Merci pour m'avoir tendu la perche. Votre message, sincèrement, il y a beaucoup d'innovations. J'espère que votre message est arrivé. Je vais même terminer sur une note d'espoir.
Merci beaucoup, professeur Nouri. Un grand espoir pour les diabétiques. Merci au professeur Nouri de nous avoir rejoints depuis Constantine. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère que cette émission vous a été utile, qu'on a pu répondre à une partie, ne serait-ce qu'une partie des questions que vous vous posez. À présent, cette émission est terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.